Excellence, nous sommes arrivés à la fin pas à la fin des travaux parce que ce n'est pas encore clôturé par le chef qui les a lancés, mais du moins au niveau de la sous-commission thématique 3DDRR, vous avez fini. Le rapport a été déposé hier. Nous voulions savoir si la province s'est retrouvée parmi les résolutions parce qu'elle-même connaît le problème. Elle a proposé des pistes de solutions. Est-ce que ce que vous avez dit a été retenu? Et qu'est-ce qui a été retenu? Oui, merci beaucoup. Je voudrais d'abord commencer par remercier le chef de l'État qui a tenu à convoquer les concertations nationales. Et en même temps, je voudrais apporter un correctif de la compréhension de toute l'opinion, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le Nord Kivu, c'est l'Est, c'est la province orientale du Sud Kivu, qui sont considérées comme celles étant à la base des préoccupations aujourd'hui. Je crois que le chef de l'État a utilisé un langage diplomatique, mais qui a tout dit. Si c'était peut-être moi, parce que moi je ne suis pas diplomate, j'aurais parlé en des termes beaucoup plus durs. Parce que la phrase que j'ai retenue, la phrase phare, c'est qu'il a dit aux Nations Unies, à tous les États du monde, que c'est bien beau de dénoncer ce qui nous agresse. Mais si ces gens-là les font de façon répétitive, de façon régulière, il faut quand même qu'on passe du stade de dénonciation vers un autre stade de sanctions. Donc il était en train de dire, vous avez vous-même les rapports au niveau des experts des Nations Unies, vous avez les rapports de Human Rights Watch, vous avez le rapport de toutes les organisations des droits de l'homme qui citent le Rwanda, qui citent l'Ouganda parmi les pays qui agressent, qui déstabilisent l'ensemble de l'Est. Pourquoi est-ce que vous vous limitez seulement à les dénoncer et ne pas les sanctionner au niveau international? Je crois que le message a été clair et comme diplomate, il ne pouvait qu'adopter ce langage parce que chez eux, les chefs d'État, il n'y a que de cette façon qu'on peut communiquer. Mais pour nous, qui ne sommes pas diplomates, nous citons les choses directement parce que nous n'avons pas d'immunité par rapport à cette matière-là. Et c'est la raison pour laquelle, dans la communication que moi j'ai pu faire un peu partout, j'ai salué ce discours du chef de l'État qui a vu et qui voit au jour le jour la misère des populations du Kivu, où aujourd'hui nous avons 1 million de déplacés qui sont dans les camps, où aujourd'hui nous avons des femmes, des jeunes garçons qui sont tués, massacrés, violentés à Rutshuru, à Bunagana, à Tchengerero, à Rugari, à Kiwanja. Pas plus tard qu'il y a 24 heures, on a appris qu'il y a eu encore des assassinats dans la cité de Kiwanja. Chaque jour qui passe, ces choses-là font mal au cœur du chef de l'État. Maintenant, les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'en finit pas? Pourquoi est-ce que lorsque les FRDC veulent en découdre avec les mouvements rebelles, il y a toujours un court-circuit de la communauté internationale? Je vais moi-même répondre à cette question. C'est là l'ampleur du complot que les Congolais doivent comprendre. Le complot contre la balkanisation est très grand. Il y a quelques mois, Jenny Carson avait dit qu'on doit trouver la solution au problème du Congo, comme on en a trouvé pour la Yougoslavie, pour le Soudan. Or, tout le monde sait que dans les années 90, lorsque la Yougoslavie a connu des problèmes, elle a été balkanisée en 5 États. La Serbie, la Croatie, le Monténégro, et tout. Pas plus tard qu'il y a quelques années, le Sud-Soudan a connu les mêmes problèmes, on l'a divisé en 2. Alors, il y en a qui pensent que la grandeur de la RDC constitue un problème et que pour cela, il faut qu'on puisse subdiviser ces pays. Alors, qu'est-ce que les gens font? On laisse la population du Kivu un peu désespérée dans des malheurs croissants pour qu'à un moment donné, les gens puissent être fatigués et que lorsqu'on va leur proposer une idée de couper un morceau de cette partie pour trouver solution au problème, que les gens disent, comme nous sommes déjà fatigués, qu'on nous laisse alors ainsi couper du reste du pays. C'est ça l'objectif de certains États à travers le monde. Et nous nous sommes dit, mais les États-Unis sont peut-être 300 fois plus grands que la RDC, mais elles n'ont jamais accédé à ces projets de balkanisation. Pourquoi est-ce qu'on doit croire que c'est la RDC qui doit être balkanisée? Alors, le chef de l'État a trouvé tout cela comme complot. C'est pourquoi il a appelé les gens à Kinshasa pour dire, il y en a peut-être parmi les Congolais qui minimisent ce qui se passe au Kivu. Allez vous tous vous concerter pour que vous ayez la même compréhension, pour que nous soyons tous soudés de manière à opposer ensemble cette résistance contre les forces obscures qui veulent balkaniser les pays. C'est ça la compréhension du chef de l'État. Malheureusement, quand on arrive aux concertations, on trouve que d'autres gens ont des agendas de distribution de postes
ils ne sentent même pas que le pays est à danger, qu'on peut leur donner des postes aujourd'hui et demain, ils se trouvent avec un Kivu qui est coupé et finalement les postes qu'ils auront obtenus ne serviront à rien. Donc, ces messages-là, je voudrais renforcer la compréhension de ceux qui ne l'ont pas encore, que le complot contre la RDC est grand et il est temps pour que nous puissions nous souder, pour que nous évitions les querelles intestines, que nous puissions nous souder ensemble de manière à faire face à ces forces obscures qui veulent diviser ce pays. Et c'est cela le sens de la convocation des concertations par les chefs de l'État. Voilà donc pour moi la compréhension de l'interpellation du chef de l'État dans son discours tenu à New York il y a quelques heures. Oui, la recommandation selon laquelle les militaires du Kivu ne doivent plus prester là-bas, du moins dans un format où ils commandent, où ils administrent, cette recommandation a été adoptée à l'unanimité. Parce qu'on a trouvé que de toutes les qui se sont succédées, effectivement, ce sont les mêmes éléments qui sont restés au Kivu, qui constituent le recyclage des mouvements rebelles. Or, l'armée est nationale, elle n'est pas provinciale. Donc, il faudrait que demain, lorsqu'on va demander à un militaire d'aller prester à l'Équateur, d'aller prester au Bas-Congo, d'aller prester au Katanga, même s'il est du Nord Kivu, du Sud Kivu, qu'il comprenne qu'il n'a pas été fait pour garder sa tante, pour garder sa mère, pour garder ses sœurs, mais qu'il est entré dans l'armée effectivement pour veiller sur l'intégrité du territoire. Et c'est là d'ailleurs où nous avons estimé que le DDR devrait être beaucoup plus appuyé dans le sens où, dans la démobilisation, il faut qu'on puisse exfiltrer de l'armée tous ceux qui n'ont pas la vocation d'être des militaires. Parce qu'il y en a qui sont entrés par un fait de contingent ou comme des moutons de panurge. Parce qu'on dit on va protéger ses sœurs ou ses frères ou ses parents, alors les gens pensent que c'est cela l'objet d'entrer dans l'armée. Tous ces gens-là, on doit les identifier. Je vois qu'on doit redemander même les intentions des gens pour dire est-ce qu'il n'est pas temps de demander à chacun si réellement il veut être dans l'armée ou pas. À ce moment-là, on va remettre tous ces gens à l'extérieur, ils vont entrer dans les structures de démobilisation, ils vont dans les programmes de reconstruction du pays. Peut-être qu'ils sont faits pour être des maçons, peut-être qu'ils sont faits pour être des meilleurs cuisiniers, et ils vont faire ça. On les voit même à l'église. Il y a des pasteurs et des prêtres qui ont eu la vocation d'être des pasteurs. Effectivement, quand ils prêchent, on sent que la matière est bien comprise. Il y a d'autres qui, même en lisant 1000 fois un verset, vous vous demandez si réellement la compréhension est la même entre vous et lui. Donc c'est comme si ils ont forcé d'aller là où ils sont aujourd'hui, et ça fait qu'ils tâtonnent à pouvoir donner à l'opinion la parole de Dieu. Il en est de même pour l'armée, il en est de même pour les journalistes. Il y en aura qui, quand ils sont au micro, ils rendent très bien les journaux. Il y en a d'autres qui, quand ils sont au micro, on se demande si réellement ils ont eu les mêmes études que les autres. Donc, même dans l'armée, c'est la même chose. Même dans la politique, c'est la même chose. Donc, tous ces éléments-là, on doit revenir à la case de départ, surtout dans notre armée, pour se dire qui doit entrer dans l'armée. Et comme nous avons été victimes de beaucoup d'agressions, dans notre thématique, nous avons proposé qu'à 18 ans, les services militaires soient obligatoires à tous les Congolais. Comme ça va permettre à chaque Congolais de pouvoir connaître le maniement de l'arme, mais en même temps, nous allons construire ce qu'on appelle une armée de réserve. Là, ça fera une année de maniement des armes, de toutes les tactiques et les stratégies militaires. Ça permettra à ce que si on est agressé demain, comme on a 400 000 qui vont passer chaque mois, on peut aller regrouper tous les 400 000 ou les 800 000 qui sont en réserve. On va tous vers là où vient l'agression et en une minute, on peut aussi envahir un pays qui nous fait du mal. Alors, c'est l'histoire de l'Érythrée et de l'Éthiopie. L'Érythrée a aussi nargué comme ça l'Éthiopie à un moment donné. J'ai souvent évoqué cet exemple. Et l'Érythrée s'est organisée, l'Éthiopie s'est organisée. À un moment donné, l'Éthiopie a aligné 300 chars et 300 000 hommes. Et en quelques heures, on a été presque à la capitale de l'Érythrée, à Asmara. Et c'est les Nations Unies qui ont arrêté pour qu'on n'entre pas, pour qu'on ne puisse pas bousiller. Je crois que la RDC a besoin de développer cette capacité de défense pour dire aux autres États que nous vous respectons, mais respectez-nous aussi. Le moment où vous allez chercher à nous déstabiliser, nous sommes prêts. Et vous savez, les États, les Nations Unies sont derrière le comportement des États. Si les États se montrent faibles, les Nations Unies sont derrière la faiblesse. Si les États se montrent forts, les Nations Unies sont derrière la force des États. C'est comme ça.
Ce sont les rapports de force. Donc, il ne faut pas dire pourquoi est-ce que tel pays nous agresse et pourquoi est-ce qu'il n'est pas condamné. Les Nations Unies attendent que nous aussi, nous développions des capacités qui nous permettront, demain après demain, d'être arrêtés quand nous serons à la porte d'une capitale. Comme ça, nous serons respectés. Et nous, dans notre thématique, nous avons estimé que c'est là la prise de conscience que nous devons avoir comme Congolais. Et non pas nous tirer à Kinshasa, aux groupes armés doivent participer, je ne sais pas, nous voulons les postes. Mais ça, c'est des tralala. Et ça nous empêche de nous reconsidérer comme des Congolais, de voir les problèmes en face de nous et de développer des stratégies pour que nous puissions vaincre ces problèmes-là. Voilà l'essence de ce que nous avons fait dans notre thématique. Et nous estimons que si toute l'opinion comprend ce que nous avons à formuler comme recommandation, dans 5 ans, dans 10 ans, la RDC ne sera plus le jouet de tout le monde. Et moi, je raisonne par la prospective. C'est-à-dire, je ne peux pas estimer que les États puissent se gérer en termes de mois. Les États se gèrent en termes d'années. Il ne faut pas dire que je pense que non, il faut que demain les choses changent. Même si demain, il y a un autre président qui prend le pouvoir, les choses ne vont pas changer comme les gens le pensent. Parce que les États se gèrent sur une durée. J'évoque souvent le budget de notre pays qui est de 7 milliards. Ça, c'est un